Alors j'ai connu Daniel, moi, pendant une bonne quarantaine d'années. Et j'ai été honoré de me trouver d'abord, quand je l'ai rencontré la première fois, au Conseil supérieur des corps universitaires qui a évalué les candidatures pour passer maître de conférence. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, il y a quelque chose chez cette femme et dans ce qu'elle dit qui est particulièrement original, singulier, créateur. Et je crois que tout au long, je dirais, de notre relation, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, porté, c'est-à-dire que, comme ça a été dit déjà par Catherine et par Marie-Josée, il y avait chez Daniel une pugnacité. C'est-à-dire, en gros, une manière de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire, ne comptez pas sur moi pour me laisser faire et pour me soumettre à ce que vous pouvez dire. Je crois que c'était vrai dans le domaine de la psychanalyse, je crois que c'était vrai dans le domaine de la médecine, et je crois que c'était vrai dans le domaine personnel aussi. Donc je crois que c'est un point qui est extrêmement important parce que était d'un courage absolument admirable, d'une lucidité, ça a été dit, absolument incroyable, mais c'est son audace, son courage, sa pugnacité qui m'ont frappé. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que finalement, ce livre, qui est effectivement un livre testamentaire, incarne tout à fait sa personnalité, sa manière de vivre, sa manière d'incarner, je dirais, une position clinique, parce que c'est une pugnacité à faire reconnaître la dimension clinique dans, encore une fois, toutes sortes de relations. Et je crois que c'est très important parce que je pensais aussi, en lisant ce livre, je pensais aussi à ce que disait Jean-Luc Nancy dans L'Intrus, lorsqu'il raconte justement sa greffe cardiaque et puis le lymphome qui se développe, où il dit à un moment donné, quelque chose fait que l'histoire personnelle l'histoire singulière croise finalement l'histoire des techniques, l'histoire sociale, l'histoire politique. Et c'est effectivement ce que l'on trouve là, c'est-à-dire qu'il y a dans cet ouvrage à la fois, bien sûr, la manière dont Daniel ne se laisse pas faire et veut absolument négocier d'une façon particulière dans le colloque avec les soignants. Mais il y a effectivement aussi l'évolution des techniques, l'évolution d'une médecine qui est peut-être moins déshumanisée, c'est peut-être une remarque que j'aurais pu lui faire, que déshumanisante, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, bon, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais le livre de Daniel m'a aussi évoqué le récit de Philippe Lançon, qu'elle avait invité d'ailleurs lors d'une journée psychanalyse et médecine, d'une soirée psychanalyse et médecine, qui s'appelle Le Lambeau, où Philippe Lançon raconte les nombreuses opérations chirurgicales qu'il a eues à la Salpêtrière et je dirais la manière dont il a pu arpenter le champ médical à partir même justement de sa position de patient qui finalement acquiert un certain nombre de savoirs sur son cas et il insiste aussi d'ailleurs sur le danger de ce savoir acquis frontalement par rapport justement aux patients. Alors, à la différence peut-être justement de Philippe Lançon, on dira que si la chirurgienne Chloé accepte de prendre sur elle ce que une aide-soignante appelle le mal du patient, en expliquant à Philippe Lançon la nécessité que la chirurgienne le visite un peu moins pour guérir en somme de son identification au patient. Là, Daniel, elle nous montre ce qu'elle appelle ma médecin, qui semble refuser ce jeu des identifications croisées. Alors, moi, ce que je trouvais aussi extraordinaire, c'est quand même l'épilogue. Enfin, je veux dire, Daniel sait, je pense que ses fils peuvent en témoigner, je dirais, dans quelle situation elle se trouve, et elle tient à écrire quelque chose. Elle tient à nous communiquer quelque chose.
Et là encore, il y a cette pugnacité, ce besoin. Je dirais, elle m'évoquait aussi un slogan, c'est peut-être ma génération, mais un slogan de mai 68, « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Et dans cette position d'écriture, c'est ce qu'elle dit, c'est ce dont elle témoigne presque en martyr, c'est elle veut être réaliste en demandant l'impossible aux médecins, c'est-à-dire effectivement de reconnaître bien dans le dialogue clinique l'existence, je dirais, des sujets, que ce soit le sujet patient, le sujet médecin. Et d'une certaine façon, l'épilogue, il vient consacrer la victoire de Daniel. Enfin, c'est tout à fait incroyable, puisque à ne pas vouloir entendre finalement ce qu'elle dit, ils passent à côté, ils font une erreur médicale, ils passent à côté effectivement d'une compression œsophagienne qui n'était pas une sénestopathie, mais qui constituait véritablement un signal médical d'une complication. Donc, je dirais que ça, c'est tout à fait Daniel. Elle réussit même à son corps défendant à vaincre finalement, à obtenir la victoire sur le médecin. Alors, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cet ouvrage, et je crois que c'est ça, il faut vraiment qu'on y soit sensible par rapport à quelque chose qui se développe beaucoup, qui est très à la mode, c'est l'existence du patient expert. C'est-à-dire, on a maintenant c'est pas, quasiment un statut de patient expert qui enseigne d'ailleurs aussi en faculté de médecine. On l'a vu en faculté de Nice notamment. Et elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle dit bien qu'elle veut pas participer de cette nouvelle trouvaille de la médecine déshumanisante qui finalement convertit les paroles singulières du patient en savoir technique du médecin, un savoir complémentaire. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'imposture, à quoi elle se refuse. Ça, nous connaissons bien Daniel pour se refuser à toutes sortes d'impostures. Bon. Alors moi, la figure que m'a évoquée Daniel, là, c'est la figure d'Antigone. Je dois dire que ce livre, pour moi, c'est aussi l'écriture d'Antigone, qui exige de comprendre les lois que promulgue Créon lorsqu'on lui prescrit des médicaments qui ont des effets sur son corps. Elle veut comprendre. Et donc, elle désire moduler, c'est ce qu'elle dit, ce qu'on lui ordonne. Et les ordonnances, c'est une prescription, c'est bien quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'ordre. Alors maintenant, l'ordre, effectivement, comme ça a été dit par Catherine et Marie-Josée, l'ordre, il est plus du côté du sacré, puisqu'il y a une désacralisation du monde que nous connaissons, non pas depuis Marcel Gauchet, comme beaucoup de gens le pensent, mais depuis Max Weber. C'est tout le travail de Max Weber sur le désenchantement du monde et la désacralisation. Et le médecin n'est plus dans cette position sacrée. La médecine a perdu quelque part justement cette aura, je dirais, de religiosité magique qui pouvait l'entourer. Aujourd'hui, c'est au niveau de la preuve, c'est-à-dire on ne croit plus son médecin, mais on lui demande de faire la preuve qu'il suit bien le protocole prescrit par le BM, prescrit par les statistiques. Et ça, justement, ça, elle s'y refuse, et je crois que c'est un point qui est aussi très important. Elle veut pas souffrir en vain. Elle ne veut pas souffrir en vain, et par là, je dirais qu'elle ouvre déjà quelque chose du champ de la psychanalyse. Et moi, ce qui me paraît très important, et Marie-Josée a beaucoup insisté sur ce point, c'est effectivement ces colloques. Ces colloques, psychanalyse et médecine, auxquels j'ai participé dès le départ, dès le début, qui sont bien dans la lignée de Conrad Stein. Je crois que là aussi, il faut aussi insister sur ce point, qui n'est pas du tout du côté de Baline, je crois, et à mon avis, pas du tout du côté de Illich aussi, enfin, on en a reparlé, mais qui sont, je dirais, elles se refusent, et elles nous refusaient la possibilité que le psychanalyste se mette en surplomb par rapport aux paroles du médecin, dans une position d'analyse, comme elle refusait bien sûr que le médecin se mette en position de surplomb par rapport au psychanalyste ou par rapport au patient, et elle incitait par le binôme à justement un échange croisé, quelque chose qui a à voir sûrement avec des identifications croisées pour pouvoir échanger. Et je crois que ça a été un moment important. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire effectivement, véritablement, c'était pas évident. J'ai eu la chance de travailler avec Jackie Israël, qui était pédiatre au tout début de ces colloques. J'ai pas tout de suite compris ce qui était attendu de nous. Et après, j'ai compris l'importance justement de cette position qui ne donne à aucun des deux
cette position en surplomb de pouvoir être l'analyste de l'autre ou le sachant de l'autre. C'est-à-dire qu'elle nous invitait à ce niveau-là à nous mettre chacun dans une position d'analysant, ce qui était un point qui me paraît très, très important. Alors après, faute d'être entendu, moi je rapproche son... bon, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question, et je rapproche son livre, faute d'être entendu, elle crée un personnage imaginaire, c'est Madame Vertigo, et je l'ai rapproché de la manière dont Charlotte Delbo, je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages de Charlotte Delbo et le travail, voilà. Dans Charlotte Delbo, dans la prison de la santé où elle est enfermée par les collabos nazis et dans le camp d'Auschwitz, comme à Ravensbrück, elle hallucine, Fabrice Del Dongo, elle hallucine Alceste, et elle a besoin de ces personnages de la littérature pour finalement tolérer cette position de captivité qui est la sienne et de tolérer cette position d'anéantissement de l'humanité qui se met en œuvre industriellement par les nazis. Et elle y arrive de telle façon que finalement ces compagnes de malheur, ces compagnes de captivité, à la fin de la journée, attendent la possibilité de jouer une scène, elle attend la possibilité d'avoir un récit littéraire. Elle va échanger, par exemple, un morceau de pain, sa ration de pain, contre un exemplaire du misanthrope. Et là, elle nous montre, en quelque sorte, cette fin d'humanité qui est d'autant plus exigeante dans des situations, justement, de captivité. Alors, bon, il n'y a aucune commune mesure entre les camps d'extermination industrielle des humains, bien sûr, des nazis, et la médecine scientifique, et les protocoles standardisés de l'EBM, bien sûr. Mais il y a quand même un point commun qui me paraît à remarquer. Il faut insister sur la différence. Ne me faites pas dire que la médecine aujourd'hui est nazie, c'est pas ça. Mais le point commun, c'est justement la dissolution de la singularité dans la masse. Et c'est ce point-là qui fait justement, en quelque sorte, résistance par le surgissement de la lettre, le surgissement de la littérature, le surgissement de la parole. Et cette réduction de la singularité dans la masse, vous la voyez, par exemple, effectivement à l'œuvre dans la construction du patient avatar, du patient créé par la médecine numérique, la médecine justement personnalisée, qui n'a rien à voir avec la médecine singulière, puisqu'en gros, l'individu est réduit à un exemplaire de population statistique. Alors bien sûr, ça entre tout à fait, je vais insister dessus aussi, et d'ailleurs Daniel l'évoque aussi, avec effectivement la notion de biopolitique, bien sûr. C'est un point important. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai marqué page 60, comme je ne sais pas pourquoi je vais le découvrir avec vous. Oui, elle écrit « J'avais touché à un paramètre pharmacocinétique du médicament, soit aussi à son effet thérapeutique optimal. Décidément, la médecine ne veut plus rien savoir de l'individu. Elle privilégie les caractéristiques globales. Il faut respecter les moyennes et les données issues des algorithmes. » Je crois que c'est un point qui est absolument essentiel. Alors, la violence de cette médecine technoscientifique, il y a l'avenir, il faut aussi beaucoup insister sur ce point, la violence de la médecine technoscientifique a concrétisé le danger signalé dès le départ par le père de la cybernétique, Norbert Wiener, qui le premier, alors que c'était le premier, a mis en garde justement contre qu'il était en train de découvrir, appliqué à la société et aux relations humaines. Enfin, ça, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui croient que c'est le cerveau qui pense et qui rêve, n'est-ce pas, et que finalement, ce n'est rien d'autre qu'une boucle rétroactive, enfin, un ensemble connecté de boucles rétroactives. Mais Norbert Wiener insistait, il mettait en garde contre une pensée opératoire de sa découverte. Il appelait ça une technologie ultime, d'ailleurs, qui clôture et simplifie les systèmes complexes du vivant. Et moi, je cite souvent Édouard Glissant, comme mon ami Patrick Chamoiseau, dont a parlé Marie-Josée, lorsque la dernière conférence justement d'Édouard Glissant, c'est rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant. Je crois que c'est un point essentiel par rapport à la violence qu'on peut subir aujourd'hui d'une société technique. Alors, oui, Ivan Illich, lui, alors effectivement, que Daniel oublie de citer, d'une certaine manière,
et de débattre avec lui. Et c'est dommage, parce que si elle était là, je dirais qu'on pourrait reprendre et poursuivre la discussion. Eh bien, ce que Ivan Illich a montré notamment, c'est le fuselage du soin par justement la marchandise. Et même si Ivan Illich, contrairement à moi, n'était pas marxiste, eh bien, Illich insiste beaucoup sur cette espèce de logique qui se déplie dans tous les registres du soin aujourd'hui. Effectivement, Marie-Josée a parlé à propos justement de cette catastrophe annoncée, mais ce mot catastrophe n'a pas du tout le même sens chez toi et chez Chamoiseau. Chamoiseau, il est plus deleuzien. La catastrophe, c'est finalement le chaos à partir duquel l'acte de création est rendu possible. C'est, comme nous disons aussi, renverser le gouffre, quelque part. Et donc, ce sur quoi, justement, insiste Illich, c'est qu'en gros, tout ce qui, dans notre société, aujourd'hui, se trouve échangé en termes de biens matériels ou en termes de biens symboliques, quelque part, se trouve fuselé par l'échange marchand et la logique du profit. Et quand, par exemple, Catherine, tu parlais aussi, et Marie-Josée, de cette question de la pression, je dirais, du flux des patients et de la tarification de l'activité avec la détermination, justement, d'un temps extrêmement limité, puisque moi, je continue à dire de manière un peu, comment dire, révolté, mais que si aujourd'hui on travaille à flux tendu, c'est pas simplement pour des raisons budgétaires, c'est aussi pour des raisons, je dirais, de soumission sociale obligée. C'est-à-dire, on sait que s'il y a peu de personnel, les gens ne peuvent pas faire autre chose que les actes qu'on leur a demandé d'accomplir, et du coup, ils n'ont plus le temps d'y penser, de penser à la finalité des actes qu'ils réalisent, et ils n'ont plus le temps de se rencontrer, de se parler. Et là, il faut relire tout le travail de Jean-François Lyotard qui disait, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est mis en place aujourd'hui pour ne pas avoir le temps de penser, de parler, d'échanger, et donc effectivement de réfléchir à ce que nous faisons. Et je crois que dans cette question, par exemple, effectivement, moi je été très admiratif quand Marie-Josée revenait de l'hôpital, qu'elle me racontait comment justement elle était contrainte par des flux de patients. On lui disait, vous ne les voyez pas, hein. Voyez simplement leur examen complémentaire, vous signez, vous concluez, etc. Et ça m'évoquait cette phrase de Marx que je cite toujours. Alors le jeune Marx, je suis un marxiste du jeune Marx, le Marx des manuscrits de 1840, le Marx hegelien pour aller vite, plus que le Marx marxiste pour aller vite, qui dit qu'il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un homme, il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure, le temps est tout, l'homme n'est plus rien, il n'est plus que la carcasse du temps. C'est exactement ce qui se met en place aujourd'hui dans l'ensemble de nos activités, qu'elles soient, encore une fois, soignantes, qu'elles soient pédagogiques, culturelles ou autres. Alors, j'ai trouvé aussi que, comme moi je travaille en ce moment des recherches du professeur David Eilly, qui lui est un médecin pur et dur, mais qui critique énormément justement ce que devient une médecine, tu connais peut-être ce que devient une médecine justement technoscientifique, puisqu'il montre comment dès 1962, en privilégiant des essais cliniques randomisés pour valider les médicaments, ce qui finalement s'est développé un peu plus tard, après les années 1980, finalement on a dépossédé le médecin de sa dimension artisanale du soin. Et que le dépossédant de sa dimension artisanale et artistique du soin, il a de moins en moins de temps pour écouter les patients qui lui disent ce qu'ils ressentent et comment ils aimeraient qu'on puisse moduler, pour reprendre le mot de Daniel, qu'on puisse moduler justement les prescriptions. Et bien évidemment, cette dépossession, qui de mon point de vue est une véritable colonisation d'ailleurs, cette dépossession, elle aboutit à favoriser les industries de santé. Et notamment les productions pharmaceutiques des médicaments, en diminuant de manière absolument terrible les effets secondaires qui sont particuliers à chaque patient.
puisqu'effectivement, alors c'est une vieille histoire, hein, parce que c'est pas uniquement les essais randomisés, puisque dès la fin du XIXe siècle, il y a deux écoles, celle qui finalement veut fonder la médecine sur des preuves statistiques, et puis celle qui veut la fonder sur la singularité clinique. Et c'est finalement le travail de Schwartz dans les années 1960 qui va renverser un peu le rapport de force à l'intérieur de la médecine en montrant l'intérêt des statistiques à partir justement des cancers pulmonaires, hein, et notamment du tabagisme. Alors, la question que je me pose, et bon, c'est dommage qu'on ne puisse plus malheureusement poursuivre ce dialogue. On le poursuit d'une certaine manière avec Daniel par les écrits qu'elle nous a confiés, qu'elle nous a laissés. On peut se demander si aujourd'hui on va pas arriver à un point de saturation, c'est-à-dire où effectivement on a tellement établi une espèce de numérisation, de technicisation, de rationalisation de la médecine que, bon, d'accord, on va avoir une médecine numérique, c'est tout à fait formidable, je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr, on va avoir des tas de populations de patients avatars, etc. Mais justement, on va avoir un point de butée. Et peut-être ce point de butée, qui de mon point de vue à la fois subjectif, social, culturel et politique, peut-être que ce point de butée peut être une relance épistémologique pour redécouvrir une clinique de la singularité. Je me souviens d'un colloque où il y avait Didier Sicard qui revenait des États-Unis et qui disait qu'il y avait quand même certaines cliniques tout à fait formidables où, après avoir ramassé tous les éléments des données numériques du patient, on mettait tout ça au pied de son lit et on commençait à s'intéresser à lui parler et puis à le toucher, parce que la clinique, c'est aussi une clinique quand même du tact. Alors, pour l'instant, on est dans ce que nous décrit et évoque Daniel, on est dans ce paradigme qui est un paradigme de déshumanisation, mais encore une fois, qui pour moi, bon, c'est peut-être un point où, dans nos derniers échanges, on va sans doute trouvé trop politique là-dessus, mais c'est une politique au sens de Gramsci, c'est quelque chose qui est du côté de la culture, et pas du côté politique, bien sûr, mais je pense que ça n'est que un des domaines d'un effet beaucoup plus majeur de la colonisation des esprits et de la colonisation des mœurs, qui aboutit à la fabrique d'habitus au sens de Pierre Bourdieu, c'est de manière de penser, de manière d'être, de disposition à penser, de disposition à agir, qui justement nous pousse à cette espèce de rationalisation morbide du monde. Or, effectivement, et là, c'est un combat qu'elle mène. C'est pas seulement un combat contre sa maladie, c'est pas seulement un combat contre les chiffres, c'est un combat pour faire entendre ce qui échappe à la rationalité purement statistique. Et je crois que ce point est extrêmement important. Et là aussi, ça m'évoquait beaucoup le travail de Jean-Luc Dancier, ce très beau titre de l'intrus. Moi, j'avais écrit un texte qui s'appelle « Le corps exproprié », justement, qui évoquait cette expropriation du corps par la colonisation médicale, technoscientifique. Alors, après, ce qui m'a frappé, et ça c'est tout à fait Daniel, moi je n'étais pas forcément toujours d'accord avec elle sur ce point d'ailleurs, mais elle faisait du corps un autre avec lequel dialoguer, un grand autre. Hein, bon. Et moi, l'autre, pour moi, il est l'autre du langage, il est dans l'énonciation. Mais bon, c'est génial parce qu'elle avait justement des découvertes, je dirais, de ce point de vue qui, pour être divergent, n'en est pas moins fécond et créateur. Et elle montre justement comment elle se met. Finalement, Madame Vertigo, c'est bien sûr le personnage imaginaire, la voix. Alors j'aime beaucoup d'ailleurs quand elle parle du souffleur. Hein, c'est le souffleur, Madame Vertigo. Mais c'est aussi quelque part le corps auquel elle s'adresse. Quoi, hein. Et là, les médecins sont un peu cons, ils n'entendent pas. Quoi, hein, il faut dire les choses simplement. Alors, il y a un point où je suis en désaccord avec elle. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir cette discussion. C'est sur les lois Kouchner.
où elle dit, quelque part, page 149, que finalement, avec les lois Kouchner, maintenant l'information, on peut quand même discuter. C'est pas vrai du tout. Kouchner est un abominable néolibéral et qui finalement, dans ses lois des années 2002, considère que finalement le patient est un auto-entrepreneur de lui-même, au sens de l'homme anthropologique du néolibéralisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire finalement il est auto-entrepreneur de sa santé. Ce qui est absolument abominable, parce que c'est pas la position de Daniel. Elle n'est pas auto-entrepreneuse de sa santé. Elle est en dialogue, ce qui n'est pas pareil, en dialogue avec ce qu'on lui prescrit. Elle ne conteste pas, comme vous l'avez dit toutes les deux, elle ne conteste pas du tout la rationalité médicale. C'est pas ça. Et donc, je crois que cette conception selon laquelle, finalement, la formation loyale et le consentement... Je crois que c'est une foutaise idéologique, quoi. C'est en quelque sorte, et d'ailleurs, je dis, Jessica était d'accord avec moi, là, je peux l'inviter à déjouer une thèse là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas d'informer, il s'agit d'écouter, ce qui n'est pas pareil. Il ne s'agit pas de donner des informations, il s'agit d'entendre ce que le patient dit. Et comme tu l'as rappelé à propos de Canguilhem, Catherine, il y a une différence entre la maladie du malade et la maladie construite médico-biologiquement par le médecin. Et que donc l'information que va donner le médecin au patient, ça va être aussi une manière de se disculper juridiquement, comme tu l'as dit, pour ne pas être poursuivi. Or, il y a une différence fondamentale entre la parole et le langage. Lacan nous a quand même appris dans son article de 1953, c'est vrai qu'il y a ce que le langage perd justement en communication, il le gagne en révélation en tant que parole. Et que ce que la parole justement adhère en tant que révélation, elle le perd en communication. Et donc confond en quelque sorte l'information et la parole. Là, je suis pas d'accord. Je crois que les lois Kouchner, ça fait partie des mirages néolibéraux qu'on nous a fourgués. Et bon, c'est dommage qu'on puisse pas encore une fois en discuter avec Daniel, mais on le fait par son travail. Alors, j'ai trouvé, ça vous l'avez pas dit, je crois, mais moi j'ai trouvé très très important ce qu'elle dit sur le refus de la passivité et sur le roc d'origine. Il y a là quelque chose un point très important par rapport justement à cette autorité médicale et que je rapprocherai volontiers, si vous voulez, de la confusion des langues de Ferenczi. Il y a un point important et qui encore une fois montre cette différence fondamentale entre l'information du médecin et la parole singulière du patient dans un dialogue véritablement clinique. Encore une fois, alors là aussi il y a un point avec lequel j'aurais pu discuter avec elle sur éthique et déontologie, parce que je pense que la déontologie c'est pas l'éthique. La déontologie elle a été inventée par Jérémy Bentham, elle fait partie justement des règles de pratique qui se distingue d'une éthique, alors que ce qu'elle montre dans son livre tout le long, c'est la position éthique, ce qui est différent d'une position déontologique. Voilà. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, ce que j'ai envie de terminer par une citation d'Alfred Sauvy à propos des chiffres, parce qu'il nous dit que les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. Je crois que les médecins devraient peut-être s'en souvenir.